Vous aimeriez être sûr que le contenu que vous préparez va fonctionner? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 515. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets. Peut-être vous êtes pressé de sortir du confinement. Vous dites, allez, ça ira mieux quand on sortira du confinement, que ça commence à vous peser un petit peu. Ou alors vous faites partie de ces gens, un petit peu comme moi, qui se disent, finalement, on n'est pas si mal que ça en confinement, et en tout cas, moi, je vais pas en sortir. Oui, en fait, nous, on a décidé avec ma femme de ne pas sortir de confinement. On reste confiné. En tout cas, notre fille n'ira pas à la crèche. Voilà, c'est partie de la petite actu perso, vous voyez, des petites choses comme ça, qui changent beaucoup de choses, quand on regarde un petit peu notre quotidien, nos vies. Mais c'est une décision qu'on a prise, en plus, quand on regarde les images des salles de classe, comment elles vont être faites, de l'organisation qu'il faut, etc. Nous, on se dit, on a la possibilité, on a la chance, de pouvoir gérer ça. Donc, on va continuer à le gérer. Voilà, ça fait partie de notre mode de vie, de dire aussi, on a cette souplesse pour le faire. Alors, on a plein d'autres souplesses dans les emplois du temps, dans l'organisation des journées, dans plein d'autres choses comme ça. C'est ce que je vous partage à l'intérieur de ce podcast, et c'est ce que je veux vous aider aussi à faire à travers le podcast, à travers les exemples, à travers les conseils que je vous donne. Ça peut être aussi les newsletters, les formations, tout un tas de choses comme ça. C'est vraiment de vous aider à passer d'un statut, parfois, vous savez, d'une vie qui vous plaît pas des masses. Moi, j'ai connu ça quand j'étais salarié à une époque. J'étais dans une situation où vraiment c'était la galère, quoi. C'était l'enfer. Heureusement que je ne vis plus cette situation-là. D'une part parce que ça s'aurait pas tenu longtemps, et puis d'autre part parce que je me voyais pas faire des années comme ça. C'était juste pas tenable. Et un jour, donc, une décision a été prise, alors avec un petit peu forcé par les choses, mais une décision a été prise de dire stop, on arrête tout ça. Et vous savez que depuis maintenant, et ce que je partage dans ce podcast aussi, c'est beaucoup de documenter, toutes les questions, toutes les interrogations qu'on peut se poser, comment est-ce que je me prends, comment je réfléchis à ça, comment je fais évoluer. Et parfois il y a des choses comme ça qui tombent, des questions qui tombent, vous savez, et c'est par exemple, est-ce que on peut prédire que ce qu'on va faire va marcher? Et ça, c'est la question, ça m'amène au sujet du jour, parce que c'est une question que m'a envoyé Rémi 2D sur Twitter. Je vous mettrai le lien vers le tweet parce qu'il a mis une petite vidéo marrante, et puis après il a mis la question, donc on va écouter la question, mais qui va se résumer sur une chose: est-ce qu'il y a des formats de contenu qui ne fonctionnent pas et d'autres qui fonctionnent à 100% des cas, ou en tout cas est-ce qu'on peut le prévoir? Donc je vous laisse écouter la question qui est très courte, et je vais répondre juste derrière. Donc je pense que tu as compris le sens de ma question. Est-ce que selon toi, il y a des formats de création de contenu, que ce soit vidéo ou enregistré, qui ne fonctionnent pas, et au contraire d'autres formats qui fonctionneront à 100% des cas? Bon, merci Rémi pour ta question. J'avoue que c'est une question piège. Alors en plus, il a mis dans son tweet, ne réponds pas, fais des tests. Donc j'ai pas le droit de répondre par fais des tests. Et pourtant, je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse t'apporter, Rémi, c'est fais des tests. Alors en fait, je crois surtout que j'ai réfléchi à ça, parce que hier j'ai vu passer la question hier soir. Au début, je voulais parler d'un autre sujet, puis j'ai vu cette question hier soir, et j'ai dit tiens, c'est une question vraiment super intéressante. Alors ce matin, quand je me suis réveillé, que je faisais mon yoga, ma cohérence cardiaque, ma méditation, les informations passées dans ma tête, en fait, c'est un peu comme si j'avais essayé de poser 2-3 éléments hier soir avant de me coucher, et puis de laisser un petit peu mijoter ça dans ma tête pendant la nuit. Et puis ce matin, en me réveillant, la question était assez claire devant mes yeux, les réponses n'étaient pas beaucoup plus claires, parce que je crois qu'en fait il n'y a pas de réponse. Voilà, c'est clair comme ça. D'habitude, autant il y a des questions, vous voyez, des réponses, on sait, ça va fuser, etc. Mais je pense en fait que la notion de ça ne marchera jamais, vous voyez, moi ça ne marchera jamais, c'est un truc que je déteste, et je pense qu'en fait il ne s'applique pas à Internet. Et surtout qu'il n'y a pas de prédictabilité réelle de ce qui marche ou de ce qui marche pas, notamment sur Internet, parce que c'est un univers qui est trop compliqué. Et en fait, c'est pas Internet qui est trop compliqué en lui-même, c'est la communication au sens large. Et la communication, je vous rappelle que ce sont des êtres humains. Et Internet a pas changé grand-chose dans la communication. En fait, on communique toujours comme on communiquait il y a, finalement, quand on était des hommes des cavernes. Vous voyez, on pourrait dire, on pourrait faire de la communication vue par les hommes des cavernes. Vous voyez, il y a les régimes paléo, il y a le sport paléo, on pourrait faire de la communication paléo. Alors bien sûr, le langage a évolué, les outils ont évolué, mais fondamentalement, l'homme en lui-même n'a pas évolué. En fait, nous restons toujours le même humain, et ce même humain, en fait, tout simplement, il faut se rappeler qu'en communication, il y a un émetteur et un récepteur, et que il y a une grande partie des choses qui sont entre les mains du récepteur. Le récepteur, en fait, c'est lui qui décide un petit peu, mais pas forcément toujours très volontairement, si ça va lui plaire ou pas lui plaire. Il y a des fois, en fait,
le récepteur il est pas attentif, il est pas à l'écoute, il a pas envie d'écouter ça, ou alors on n'arrive pas à le cerner, voilà, donc il y a des choses comme ça. Et on peut faire beaucoup d'efforts, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à trouver le truc qui va faire bouger le récepteur, parce que tout simplement c'est la décision, elle est chez lui en fait, hein, c'est ça. Et je le dis souvent dans les campagnes virales, il y a des gens ils veulent faire du buzz et tout, moi j'ai toujours refusé de travailler sur des campagnes de buzz pour des clients, parce que je dis le buzz c'est tellement imprévisible, il faudra avoir un plan B, un plan C. On a des sociétés américaines qui ont dépensé par exemple des millions et des millions de dollars pour faire du buzz et qui se sont retrouvés avec 100 vues sur des vidéos, quand à côté vous avez un petit mariole qui arrive, qui pose une vidéo et qui repart avec 3 millions de vues. Et en fait, c'est pas une qualité de production, c'est pas le temps de cerveau qui a été mis dedans, la réflexion, etc. Même si on peut se dire que plus il y a de gens qui réfléchissent à l'idée, plus ça devient aseptisé et moins elle a de chance de marcher. Ouais, tu vois, ça c'est un peu un élément que je pourrais te dire, c'est que, on reprend les exemples de ce que disait, alors je sais plus si c'était Ford, on attribue toujours ça à plein de gens, etc. Vous savez, c'est l'histoire de, si vous demandez l'avis à tout le monde, et ben vous faites une Renault, si vous demandez l'avis d'une personne, vous aboutissez sur une Ferrari, quoi. C'est-à-dire que Enzo Ferrari, il a fait la voiture telle que lui il la voulait, et puis il s'est dit il y a bien quelqu'un qui va me l'acheter, et c'est le cas. Mais en fait, il a mis tellement de critères qu'il n'y a pas grand monde qui peut l'acheter, mais qui en fait un produit finalement qui est d'exception. Et c'est ça aussi qu'on peut demander, qu'est-ce que c'est un contenu qui marche pas, c'est quoi l'échelle de ce qui marche pas. Hein, bien entendu, c'est un petit peu compliqué là-dedans. Il y a des gens qui peuvent se dire avoir une vidéo qui fait 100 vues, c'est déjà quelque chose qui marche pour moi, alors que 100 vues pour un gros Instagrammeur, un gros YouTubeur, etc., c'est quelque chose qui va faire dans les premières secondes, et s'il en fait moins, ça ne marchera pas. Mais c'est vrai que parfois, quand on regarde un petit peu les contenus, parce qu'il y en a plein qui vous disent oui, moi je maîtrise tous les algorithmes, je sais exactement comment ça marche, je peux prédire le truc, je sais exactement quand est-ce qu'une vidéo va marcher ou pas. En fait, quand on regarde un petit peu les chaînes YouTube, notamment parce que c'est intéressant, mais on peut regarder aussi les comptes Instagram, on peut regarder plein de choses, on se rend compte qu'en fait, il y a des contenus qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Ça peut être des typologies de contenus, parfois, chez un créateur, mais parfois, ils ont des contenus qui ne marchent pas du tout, Et puis, à côté de ça, ils ont des contenus qui marchent très bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui peut, sur une chaîne YouTube, peut avoir 100 000 vues sur certaines vidéos, et à côté, avoir 50 vues sur une vidéo. Et moi, le premier. Moi, j'ai des vidéos qui font 60 000, 70 000 vues, et puis à côté de ça, j'en ai une qui fait 15 vues ou 30 vues, et pourtant on peut dire que j'ai plus d'abonnés qu'à l'époque de cette vidéo là, et une vidéo que j'ai fait, il y avait 200 abonnés sur ma chaîne, elle fait peut-être 60 000 vues maintenant, alors que j'ai 1000 abonnés sur ma chaîne, elle va en faire 10, 15, 20 ou 30, et c'est pas un cas particulier, c'est-à-dire que quand on regarde, il y a plein de créateurs, je suis toujours assez surpris de voir des créateurs, des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés même, hein, qui ont des vidéos qui finalement, au départ, quand on regarde un petit peu, on se dit mais attends, cette vidéo là, il n'a que 1000 ou 2000 vues, et à côté de ça, vous avez des créateurs qui arrivent, c'est vrai, à trouver des formules parfois pour arriver à faire en sorte que leur vidéo, on a l'impression qu'elle marche toujours bien. Je suis tombé sur une chaîne l'autre jour de sport. J'étais assez étonné parce que le créateur, en fait, en quelques heures, mais vraiment en quelques heures, dans les premières journées, il arrive à avoir jusqu'à 200 000 vues sur ses vidéos, alors que c'est presque autant que le nombre d'abonnés qu'il a sur sa chaîne, vous voyez, sur le truc comme ça, quand on regarde les vidéos, il arrive à avoir énormément de milliers, vraiment des milliers de vues des abonnés, et ça en devenait presque un petit peu suspect, cette histoire-là. On se dit, mais est-ce que ce sont des vrais, comment ça se fait, ou pas? Puis il y a bien des commentaires en dessous, donc il y a bien de l'interactivité, vous voyez, c'est pas juste, j'ai acheté 10 robots qui viennent faire des likes ou quoi que ce soit, ou qui viennent faire des j'aime, ou juste des vues, vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que la question de Rémi elle est intéressante, c'est que on n'a pas de réponse qui est toute faite, et je le dis, c'est pour ça qu'on doit s'intéresser au stoïcisme. Moi je dis, il y a le stoïcisme du créateur de contenu, c'est quelque chose qui est super important, c'est le stoïcisme finalement, c'est de se dire, il y a des choses que je maîtrise, et je m'attarde sur les choses que je maîtrise, il y a des choses que je ne maîtrise pas, et donc je fais en sorte d'accepter les choses que je ne maîtrise pas. Et par exemple, l'autre jour, je reprends un exemple, quelqu'un m'a posé une question, m'a dit, vous savez, et je l'avais dit dans l'épisode, je voulais avoir certains invités, et j'en ai un qui a refusé plusieurs fois de venir enfin qui a pas refusé, qui a dit j'ai pas le temps. Et puis je lui redemande un autre truc, et puis il a pas répondu, etc. Bref, et donc il y a des gens comme ça que j'arrive pas à avoir en invité dans le podcast, et ou alors on n'arrive pas à caler les rendez-vous. Et il me dit mais oui, mais t'as vu, il vient pas chez toi, mais il vient ailleurs. Et je dis oui, je dis mais c'est comme ça, j'y peux rien. C'est-à-dire que c'est dans sa tête. Les autres ont peut-être eu un meilleur argument que moi pour le convaincre de venir. Peut-être qu'il avait plus de temps à ce moment-là. Peut-être il peut y avoir énormément de raisons en fait dans cette histoire-là. Mais en tout cas, si je m'apitoie sur le fait que il est pas venu et que je le prends pour moi, je me dis ouais mais en fait il m'aime pas. C'est qu'il m'aime pas, c'est la fin du monde et tout. J'arrêterai tout. Vous voyez, avec ce genre de réaction, je pourrais tout arrêter. Alors que en fait
La raison, je la connais pas, tout simplement. Je peux lui demander, je peux redemander. Et ça se trouve, si je lui demande aujourd'hui, je lui envoie un mail, il va me dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué cette histoire-là. Et en fait, c'est pareil pour quand on crée du contenu, c'est-à-dire que le contenu, vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre tête, toute votre énergie, toute votre envie, etc. Et puis à un moment donné, vous publiez ça, puis il y a rien. Et puis parfois, vous mettez un truc qui des fois peut être pas terrible, etc. Et puis il y a quelque chose. Et en fait, c'est ça qui est compliqué en fait là-dedans, c'est qu'il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Il faut accepter qu'en fait, il y a des gens qui vont découvrir, qu'il faut que les gens découvrent ton contenu. Si tu veux avoir du succès, en définissant la notion de succès, mais on va dire dans un terme purement vanity metrics, on va dire que c'est avoir des gens qui prennent en compte que tu as vu que ton contenu existe et donc qui le découvrent. Déjà, donc ça veut dire qu'il faut travailler sur la découvrabilité, faire en sorte que le contenu soit découvrable. Ensuite, il faut faire en sorte qu'ils aient envie de l'ouvrir, de le découvrir, de le cliquer, de le lire, etc. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes parce que, par exemple, je peux faire tout ce que je veux en SEO sur YouTube pour apparaître sur YouTube et apparaître dans les recherches. Si à un moment donné les gens ils voient la vignette, ils ont pas envie de cliquer dessus, s'ils voient le titre, ils ont pas envie de cliquer dessus, ça sert à rien ce que j'ai fait. Mais l'inverse est vrai en fait, c'est-à-dire que si je fais une super vignette, etc., mais que je fais pas les efforts pour que ma vidéo soit découvrable, en fait il y a jamais personne qui verra la vignette. Donc c'est un espèce de mix, vraiment un espèce de mix qui fait que nous on va mettre tout ce qu'on peut d'un côté pour l'énergie pour que ça marche et de l'autre côté les gens en fait ils vont le voir avec leur cerveau à eux. Et ça reste en fait un critère qui n'a pas changé depuis la naissance de l'homme, j'ai envie de dire, la naissance de l'homme avec un grand H, finalement. On peut dire que toutes les méthodes évoluent, etc., mais que on reste finalement assez basique dans nos trucs. C'est tiens, ça m'intéresse pas. Tiens, ça me fait peur, ça me fait pas peur. Tiens, ça va me faire rire ou pas. Tiens, ça m'interloque, interloquer, oui, c'est un m'interloque, je sais pas si on peut le dire comme ça me surprend, ça m'étonne, vous voyez, il peut y avoir ce truc, on pourrait avoir dire, à une époque dans mes formations, j'avais une vidéo avec un petit chat, etc., et je disais, en fait, il faut essayer d'avoir un petit peu l'effet de surprise, comment est-ce qu'on crée un petit peu une distorsion entre ce qu'ils attendent et ce qu'ils vont avoir, comment est-ce qu'on crée une surprise, comment est-ce qu'on on introduit, vous voyez, c'est pour ça que vous avez souvent des titres en deux parties, alors bien sûr il y avait des titres un petit peu très cons, pardon, excusez-moi pour le terme, mais vous n'allez jamais de savoir ce qu'il y avait dans cette maison. Vous savez ça, alors ça maintenant Facebook a fait la chasse à ça, YouTube ça continue à très bien marcher et on savait, je regardais par exemple des vidéos, un créateur qui disait un conseil, c'est que au lieu de dire voici comment vous allez faire telle chose, c'est plutôt de dire voici comment vous allez éviter telle chose qui marcherait mieux. C'est vrai, c'est pas impossible. Si je reprends, je sais pas, un cas, si je sais pas. D'ailleurs, on peut faire les deux vidéos pour voir. On pourrait faire deux vidéos. Je prends par exemple mon cas sur le running. On pourrait dire voici comment réussir un marathon, qui peut être une vidéo. Et puis à la limite, je pourrais faire une autre vidéo qui serait voici les 7 meilleurs moyens de rater votre marathon. Je pourrais me dire, et j'en suis presque certain, vous voyez, que les 7 meilleurs moyens pour rater un marathon auraient plus de succès. Alors d'ailleurs, ça peut être un test. Et non, Rémi, tu m'as dit, j'ai pas le droit de faire de dire fais des tests. Et pourtant, tu vois, on pourrait faire un test. C'est-à-dire que à un moment donné, on pourrait se dire, je vais faire une vidéo qui a un sens plutôt positif en disant, voici comment réussir votre marathon, les 5 conseils pour réussir votre marathon. Mais d'un autre côté, je me demande si finalement les 5 meilleurs conseils ou les 5 pires conseils pour arrêter votre marathon, enfin, tu prends dans le sens que tu veux, je me demande si quelque part n'a pas plus de chances de marcher parce que dans la tête de l'être humain, ça va tilter sur quelque chose, une notion d'attention, de lui attirer l'attention sur un danger potentiel, qui serait de dire, voilà, vous êtes persuadé que votre marathon, vous pouvez le réussir, etc. Et d'un autre côté, moi, je vais vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent faire que ça ne va pas réussir. Mais en fait, l'inverse serait vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher, eux, à être confortés dans les choses en se disant, est-ce que je suis capable de le réussir? Et ils ont besoin qu'on les aide à réussir. Et c'est là où, dans ce cas-là, on serait dans une notion un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on peut avoir une notion d'inspiration et d'encouragement, et une notion de j'attire l'attention sur un danger potentiel, et notre cerveau, en fait, il est pessimiste, c'est comme ça. Il est fait, en fait, pour nous protéger des dangers potentiels, et c'est vrai que quand on lui attire l'attention sur un danger potentiel, c'est la crotte de chien au milieu du trottoir, en fait. Vous ne faites jamais attention à un trottoir quand vous marchez dessus, vous faites pas attention au moindre bouts de béton qu'il y a par terre, etc.
Mais en fait, il suffit que votre œil ait vu une crotte de chien pour qu'il mette en route tout un tas de systèmes pour vous faire éviter cette crotte de chien. Et bien sûr, si votre œil ne l'a pas vu, et ben vous savez que vous pouvez marcher dedans, et autant marcher avec le bon pied à l'intérieur, ça vous portera au moins bonheur à défaut d'embellir votre journée. Donc, pour revenir à ça, sur cette intro-là, je pense que tu ne maîtrises pas tout, et c'est pour ça vraiment que je crois que il faut pas trop essayer de se dire est-ce que ça va être un succès ou pas, non, ça ne marchera pas ou pas. Je pense que ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses. En plus, il y a un élément qui va rentrer en jeu, c'est ta créativité. Hein, Rémi, tu fais partie des gens qui ont de la créativité, et on a plein de gens qui ont de la créativité. En fait, nous avons tous de la créativité. Il faut juste que certains arrivent à la convoquer et que d'autres arrivent à la brider. Hein. C'est juste une notion comme ça, ou en tout cas, dans certains cas, il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas créatifs, alors qu'en fait ils le sont, mais qu'il faut qu'ils aillent faire appel à certaines ressources pour l'être. Et puis il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont trop créatifs et qui ont besoin de se brider au niveau de la créativité. Et en fait, on est tous créatifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la créativité, c'est quoi? C'est faire la jonction entre des idées qui, entre elles, n'ont pas forcément de lien, mais qui d'un coup, quand on les relie entre elles, deviennent une nouvelle idée, vraiment, parce que on a fait un lien et que personne d'autre ne peut faire. C'est ça la créativité finalement, si on réfléchit à ce truc-là. Et des fois, quand on regarde Internet, il y a des choses qui peuvent se dire, on a des contenus qui se disent, ça ne marchera jamais, ça peut pas marcher parce que c'est pas dans l'ADN de la plateforme, mais on se rend compte qu'au bout de quelques temps, et ça marche. Et c'est là où ça devient extrêmement surprenant cette histoire-là, c'est que ça marche tellement bien que ça devient en fait un format, un standard, et on se dit, oh là là, et tout, on peut faire ça et tout, et ça a marché chez un autre, et on le fait nous, et ça marche pas. Je vais te donner un exemple très simple là-dessus. Instagram. Au départ, Instagram, c'est de la photo. Si vous vous rappelez d'Instagram, moi je me rappelle des débuts d'Instagram, je vous rappelle qu'Instagram n'a pas été lancé comme une application pour partager des belles photos, mais au départ pour partager des photos, façon gaming, géolocalisation, faire un Pac-Man géant, vous voyez, dans New York, et un complément de Foursquare. Foursquare, je me géolocalise dans un lieu, je fais la photo, je la partage sur un réseau, les gens peuvent voir où je suis, il y a un espèce de petit jeu, tiens, est-ce que tu vas m'attraper, je suis à tel endroit, est-ce que tu vas m'attraper, etc. Et puis on va mettre des petits bonbons à un moment donné, c'est-à-dire des petits bonus, etc. Quand on arrive dans des lieux Foursquare, on était maire, on avait le cadeau, etc. Vous vous rappelez cette logique-là de Foursquare, et Instagram, c'était un complément de Foursquare. Et donc ils avaient mis en place des éléments pour avoir des photos, de dire on va mettre des filtres dessus, des filtres. Alors rappelez-vous comme Instagram a été critiqué pour la qualité de ses filtres. Les photos étaient toutes petites au départ, elles étaient pixelisées, les filtres étaient très marqués, et en fait on pourrait dire, on a un truc qui est moche, vous voyez, c'était la notion du Polaroid, mais quand on disait c'est un Polaroid, c'est moche, etc. Et pourtant, quand vous regardez, maintenant le Polaroid est à la mode, et il y a des gens qui font des expositions de Polaroid, et on peut faire du Polaroid créatif, on peut faire du beau Polaroid, on peut faire du Polaroid moche, et donc au départ, Instagram, en tant que tel, c'était faire des photos carrées, pas très belles, mais qui exprimaient finalement où j'étais, etc. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que la qualité a augmenté, que les gens sont mis à faire des belles photos, et surtout avoir un fil propre, en disant, si je veux attirer des gens, il faut que j'ai un beau fil, etc. Et puis à côté, on a eu les stories, en disant, sur les stories, on va faire du moche, on peut faire du moche parce que ça disparaît, mais comme les stories, maintenant, on peut les mettre à la une, on peut les garder, les conserver, on se met à faire des stories de plus en plus belles, et donc, c'est une espèce de cercle, vous voyez. Mais en même temps, il y a au milieu de tout ça, il y a des gens qui, d'un coup, dans leurs photos, au lieu de mettre des photos, sont mis à mettre des poèmes. Un texte avec un poème, et pas forcément une grosse décoration, peut-être un petit peu de typographie, peut-être un fond de couleur, des choses comme ça, et on se rend compte que d'un coup il y a des milliers de gens qui aiment ça, à tel point qu'il y a des gens par exemple qui ont fait des haïkus, des choses comme ça, et qui en ont fait des bouquins, c'est-à-dire que leur poème, leur compte Instagram de poèmes est devenu des bouquins, vous voyez, et on se dit waouh, mais ça marche ce truc-là, mais en fait c'est possible, et ben oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la créativité de la personne? Il s'est dit, moi, je fais des poèmes, je fais de l'écriture, etc. D'un côté, j'ai une plateforme qui me permet de publier de la photo, mais si je transforme un poème en image, ça fait une photo, je la publie, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, cette idée-là qui semblait un peu farfelue, il y a des gens qui ont dit ouais, ça marchera pas ton truc, c'est pas possible. C'est comme ceux qui ont dit aux gens tiens, mets pas ton chat en photo, ça marchera jamais. Quoique le chat, vous voyez, ça marche depuis le début d'Internet. On a dit tu mets ton chat en photo, ça marche à coup sûr. Oui, mais il y a des gens qui disent moi j'ai pas un chat, j'ai un hamster. Le hamster ça marchera pas. Si, le hamster a marché. Le hérisson, il y a des hérissons qui sont stars d'Internet, et qui ont des millions de followers qui sont stars d'Internet, plus que des personnalités comme toi, moi, etc., de plein de gens qui écoutent ce podcast. On n'arrive pas à avoir la vue qu'ont certains hérissons sur Internet. Bon, et c'est comme ça. Donc, il y a des trucs, on se dit, ils ont fait ça et tout, c'était génial comme idée, etc. Et on va essayer de refaire la même chose, et ça marche pas.
Et on peut faire plein de choses. Par exemple, en ce moment, c'est la mode des tweets en photo. Alors ça, c'est Gary Vaynerchuk qui avait notamment fait ça. Il montrait comment en faisant, il prenait un tweet et puis le transformait en image, il mettait ça sur Instagram. Et maintenant, vous avez même des applications. Alors, j'ai publié ça sur Instagram, sur mon IGTV de votre coach web dans la semaine. Ou un lien. J'ai fait une démo. J'ai partagé un lien là-dessus ou sur mon Twitter aussi. Tiens, un service qui permet de transformer un tweet, n'importe lequel des tweets que vous croisez, en image comme ça. Et ça vous permet en fait de partager l'image ensuite au format carré directement sur Instagram. Mais c'est pas parce que vous allez faire que ça va marcher. Moi, c'est peut-être la photo qui a le moins de succès, c'est celle-là. Alors je me dis tiens, ça va rendre service aux gens, etc. Mais ça n'a pas eu de succès. Alors que des fois je me mets à la tronche avec une mauvaise photo, ça marche. Donc c'est pas prévisible. Et puis il y a l'histoire aussi, par exemple en ce moment, la tendance de faire des mini PowerPoint, vous savez, des carousels avec du texte. Au début on faisait des carousels d'images, maintenant on fait des carousels avec du texte. Moi j'ai des carousels qui ont bien marché, j'ai des carousels qui marchent pas du tout. Je vois des créateurs qui font des carousels qui marchent très très bien. J'ai fait un tuto sur le sujet pour si vous voulez faire ça avec Canva assez facilement, mais vous pourriez le faire avec n'importe quel outil, même avec PowerPoint d'ailleurs. Si vous démerdez bien, vous pouvez le faire avec PowerPoint. Donc mais il y en a pour qui ça va marcher, il y en a pour qui ça va pas marcher. Donc Rémi, tu vois, franchement, si je prends le cas d'Instagram, par exemple, publier du texte en image au départ, on disait ça marchera pas, et pourtant ça marchait. Publier des mini PowerPoint, ça marchera pas, et pourtant ça marchait. Notamment, vous avez Seth Godin, dont je parle souvent, qui fait ça, qui met des billets de blog, il les transforme en bouts de texte, avec 5 ou 6 phrases qui succèdent avec des bouts de... Vous savez, vous pouvez faire défiler comme ça, et que ça marche très très bien. Mais il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Ça peut dépendre de l'accroche, ça peut dépendre de la thématique, ça peut dépendre de plein de choses. Et en fait... à chaque fois, ça marche pas parce que ça se ressemble à chaque fois. Le contenu, il a l'air d'être le même. Il a l'air d'avoir mis la même qualité, la même contenu, la même maîtrise, etc. là-dedans. Mais en fait, il y a des choses qui des fois font que ça marche pas. Les gens réagissent plus ou moins bien. Des fois, ça peut être sur le choix d'un mot, sur le choix de comment c'est fait, etc. Et il faut de tout pour que ça marche, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu mettes toute la qualité que tu veux mettre dans ton contenu. Et quand je parle de qualité, je vais y revenir dessus, mais tu sais que c'est pas forcément une qualité technique. Mais il faut que tu mettes toi ton intention, tu vois, de faire un contenu qui va être utile aux gens, et il faut que les gens à un moment donné arrivent à les découvrir. Et parfois il y a un truc qui s'appelle les algorithmes aussi qui fait que ça ne passe pas. Parfois tu peux te dire je pensais que ça marcherait bien, puis je me suis planté dans les heures. Ça peut arriver, tu vois. Mais c'est pas que ton contenu fondamentalement ne marche pas, c'est juste qu'il n'a pas été mis sous les yeux des gens au bon moment, ou peut-être que tu n'as pas fait l'effort pour le mettre sous les yeux des gens au bon moment. Parce que c'est aussi ça, des fois on se dit est-ce qu'il y a des contenus qui marchent, des contenus qui ne marchent pas, et parfois cette question-là nous remonte à un truc en fait sur nos propres faiblesses. On peut dire oui, ce contenu-là il a pas marché, les gens ils en veulent pas, etc. Et là je te dis oui, mais est-ce que tu as fait les efforts pour que ce contenu marche? Est-ce que tu l'as promu? Est-ce que par exemple sur YouTube ta vidéo qui n'a pas marché, tu as essayé de changer la vignette, de changer le titre, de la repartager de l'extérieur, de faire des mails pour la partager de l'extérieur? Est-ce que tu as essayé de la faire connaître? Ou est-ce que tu comptes juste sur l'algorithme pour le faire connaître? Ça c'est un truc en financement participatif qui est royal. Qui est tellement, qui est royal. C'est la question, vous savez, qui déstabilise tous les gens. Il y a plein de gens qui disent, je vais mettre sur Ulule et compagnie. Vous rappelez, on a fait un épisode sur Ulule, on a fait des épisodes sur le financement participatif, et qui disent, il y a plein de gens, je vais avoir de l'argent et tout, et puis ça marche pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que les gens, pour faire du Ulule, etc., toutes ces plateformes, et Kickstarter, en fait, il faut faire une véritable opération de promotion pour que ça marche au départ, en fait. C'est-à-dire que si vous faites pas la promotion de votre projet quand vous le mettez sur Ulule, votre projet ne marchera jamais parce que la plateforme en elle-même n'apporte pas de visite. Et en fait, sur YouTube, on peut dire que la plateforme apporterait de la visite, mais il faut l'aider. C'est-à-dire que YouTube, ça reste une machine, en fait, c'est leur propre intérêt qui marche, et dans leur propre intérêt, si vous montrez à YouTube que vous faites des efforts pour amener du trafic sur votre vidéo, et que les gens regardent la vidéo, et qu'ils la regardent, qu'ils mettent des j'aime, qu'ils la regardent plus ou moins entièrement, qu'ils mettent des j'aime, des commentaires, YouTube va dire, tiens, cette vidéo-là semble intéressante pour les premières personnes qui l'ont vue, je vais la montrer à d'autres personnes. Mais ce qui veut dire qu'une partie du succès du succès ne dépend pas de ton contenu en tant que tel, mais dépend de l'effort de promotion que tu as fait de ton contenu. Alors, quand on arrive maintenant à une question, est-ce que finalement il y aurait quand même des ingrédients particuliers pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Bon, moi la réponse, sincèrement, je vais te dire, Rémi, là-dessus, c'est que il y a des ingrédients particuliers, que l'ingrédient n'est pas la qualité technique. On peut dire que ça va aider, que avoir un bon son, bien sûr, peut aider, qu'avoir une bonne image va aider, que savoir bien monter une belle vidéo va aider, mais en fait, il y a plein de contre-exemples. Je vois tellement de vidéos YouTube qui sont de mauvaise qualité, il y a une mauvaise image, il y a un mauvais son, etc., mais qui ont quand même des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Pourquoi? Parce que probablement, à un moment donné, YouTube juge que cette vidéo-là a été utile aux gens qui ont besoin de cette information-là. Elle est utile d'une manière ou d'une autre. En fait,
Tous les formats peuvent avoir du succès. Le blog, par exemple, est annoncé mort par certains, mais les milliers de visiteurs que j'ai sur mon blog personnellement chaque jour vont démentir ce chose-là. Mais d'un autre côté, j'ai un blog sur lequel il y a du trafic qui marche très bien, et puis par exemple, sur d'autres sites, j'ai du trafic qui est très faible, alors que pourtant je mets les mêmes plugins, les mêmes ingrédients, c'est la même personne qui écrit, donc j'ai la même réflexion, j'ai la même démarche, etc., de réflexion, de comment je vais faire les choses, etc. Et pourtant, d'un côté, j'ai du trafic, et de l'autre côté, j'ai pas du trafic. On peut pas dire qu'en tant que tel, ce soit le format blog qui marche pas. On peut dire ça peut être la thématique, mais en tant que tel, la thématique, par exemple, elle marche en audio, mais elle marche moins en texte. Pourquoi ? Toi, il peut y avoir plein de raisons. Et la raison, elle peut venir avant tout de moi, finalement. Elle peut venir avant tout de moi. Quand je regarde un petit peu les choses, je peux me dire, attends, si tu améliores un petit peu le site, si tu fais ça, si tu fais comme ça, est-ce que ça marcherait pas mieux ? Tu vois, c'est ça les efforts en fait. Et tous les formats peuvent avoir du succès, vraiment tous les formats peuvent avoir du succès. Je pense que tout peut avoir du succès, comme tout peut se planter. Pour moi, ceux qui ne fonctionnent pas en fait, finalement, dans les contenus, sont faits par des gens qui oublient que quelque part en face, il y a quelqu'un qui doit le regarder et qui va décider si finalement ça l'intéresse ou pas. Et ça, tu sais que ça prend que quelques secondes. En fait, en quelques secondes, nous décidons si quelque chose nous intéresse ou pas. Et quand je dis quelques secondes, des fois c'est juste sur le titre, des fois c'est sur la vignette, des fois il y a une vignette, il y a un titre, je dis tiens c'est sympa cette idée-là. Des fois par exemple, je regarde sur les podcasts. Moi, je télécharge des épisodes de podcast, je me dis ça me l'air intéressant, et au bout de quelques secondes, je dis oh là, je me vois pas, je vais courir ce matin, je me vois pas écouter ça en courant. Et des fois, je n'écoute jamais l'épisode. En fait, c'est pour ça que les statistiques de téléchargement des épisodes sont très trompeuses, parce que vous pouvez avoir des épisodes qui sont téléchargés avec des gens qui n'ont jamais écouté l'épisode, qui l'ont téléchargé en disant un jour j'écouterai ça, et vous savez que vous avez peut-être dans votre téléphone des gigas d'épisodes que vous n'avez jamais écouté, parce qu'on dit tiens, celui-là je télécharge en automatique, puis j'écoute pas, etc. Mais bon, vous savez que si vous êtes là à la minute 26, que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, en tout cas c'est pas le cas de votre coach web, et je vous en remercie encore une fois. Merci beaucoup pour votre écoute, merci aussi pour vos commentaires, pour vos soutiens, pour vos messages, pour tout ce que vous faites et tout. Mais ça arrive ce truc-là, vous voyez, c'est déjà un truc qui arrive. Donc mais ça c'est pas ta faute, Rémi. Hein. Si par exemple je me suis abonné à ton podcast et que j'ai téléchargé parce qu'il me semblait intéressant, que je l'ai pas écouté, c'est pas de ta faute. En fait, c'est pas de ta faute, c'est moi. C'est-à-dire que c'est moi. En fait, toi, ce que tu dois faire, c'est de te dire, quand je vais faire ce contenu-là, pour la personne pour qui je vais faire, pour ma cible idéale, la personne, mon auditeur idéal, mon fan, mon super fan idéal, qu'est-ce que je vais lui apprendre ? Est-ce que je vais lui faire passer un bon moment ? Est-ce que je vais l'aider à résoudre un problème ? Est-ce que je vais l'aider à faire quelque chose dans la bonne humeur ? Est-ce que je vais lui donner de l'énergie, etc. Autrement dit, en fait, tu vas essayer de placer ton contenu à une intersection. Une intersection, finalement, c'est ce que tu as envie de partager et ce qui te passionne. Je te dis même pas ce que tu maîtrises forcément, parce qu'il y a des sujets que tu ne maîtrises pas de A à Z, mais tu maîtrises suffisamment un bout d'espace pour en parler pendant 5 minutes. Tu peux faire un contenu de 5 minutes sur un sujet que tu ne maîtrises pas, juste en disant, je le maîtrise pas, mais je vais travailler là-dessus, voici ce que j'en ai appris, etc. Si par exemple, je reviens sur le stoïcisme, si je voulais vraiment creuser le stoïcisme, je pourrais faire un podcast sur le stoïcisme, on pourrait appeler ça le stoïste Stoïcast, et puis je dirais voilà, toutes les semaines je vous partage une notion de stoïcisme, ça m'obligerait à parler de stoïcisme, ça m'obligerait à me documenter sur le stoïcisme, et même si je maîtrise rien sur le stoïcisme, et s'il y a des stoïstes dans le monde qui sont beaucoup plus avancés que moi, ça veut pas dire que ça n'aiderait pas des gens et que ce contenu-là n'aurait pas de succès. Donc c'est pas la maîtrise même de la globalité du sujet, c'est pas le fait d'être un expert qui va décider de ça, c'est finalement ton envie de partager ce qui te passionne. Ça me passionne pas au point de faire un podcast sur le stoïcisme, ça me passionne pas au point d'en faire un podcast, donc je ne le ferai pas. Voilà, je vous donnais un exemple vraiment comme ça, vraiment à la louche, pour vous montrer un petit peu la réflexion. Donc ça, c'est qu'est-ce que tu as envie de partager et qu'est-ce qui te passionne. Maintenant, tu vas y mettre une dose de qui tu es toi. Et là, vraiment, on tape là sur ta personnalité, sur ta manière de présenter, sur ta créativité, sur ta manière de présenter les choses, de voir les choses, de vivre les choses, le fait que tu habites dans telle ou telle ville, le fait que tu vives les choses de telle ou telle manière, le fait que tu aies des passions, le fait que je sais pas, Rémi, par exemple, tu pourrais dire je sais pas, en faisant un mélange comme avec ton univers, avec Star Trek, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire, tiens, tu te lances sur un podcast qui va dire, je vais faire du jardinage. Je vais faire du jardinage, et je vais faire du jardinage à la façon Star Trek. Ça peut paraître bizarre cette histoire de truc, mais en fait, tu as une passion pour le jardinage, tu as envie de partager du jardinage, et d'un côté, ta personnalité, il y a du Star Trek dedans. Va savoir si quelque part ça ne pourrait pas marcher.
je me dis potentiellement pourquoi pas. Alors est-ce que ça ferait comment est-ce que Spock organiserait son plan de jardin, etc. Même si pour moi ça me paraît complètement farfelu et impossible que ça marche. Je vais pas te dire ça marchera pas ton truc. Je peux pas te le dire. Je n'en sais rien en fait. Tu vois le truc, je n'en sais rien. C'est-à-dire que ça se trouve, il suffit de 50 ou 100 personnes qui soient suffisamment dans ton univers à toi qui accrochent à ça, parce que finalement c'est ça qui est intéressant, c'est que si on prend tout fan de Star Trek, pour revenir à cette notion-là, on peut être fan de Star Trek et fan de jardinage, ou fan de Star Trek et avoir besoin de faire un jardin, ou avoir envie de faire son jardin. Et à un moment donné, cette espèce de conjonction créative des deux peut faire un espèce de contenu qui semble totalement aberrant pour plein de gens, c'est-à-dire pour 100%, 99,9% de la planète, mais qui pour le 0,1% des gens, ou 0,0001% des gens, qui peut représenter déjà des milliers de personnes, va être tellement en face de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie, de ce qui les fait rire, de ce qui va les faire sourire, etc., qui peuvent devenir fans, et c'est là en fait que se crée une tribu. C'est-à-dire qu'en fait une tribu, c'est pas une grande tribu, c'est pas une tribu. C'est-à-dire que soyons honnêtes, la tribu des gens des runners n'existe pas. Par exemple, la tribu des runners n'existe pas parce que en fait, il y a tellement de gens, de coureurs différents et tout, entre ceux qui courent le marathon à 20 km/h, comme Kipchoge, ceux qui courent le marathon à 6 km/h, ceux qui le courent à 12 ou 13, à 17, à 15. Déjà, ça c'est différent. Ceux qui courent pour leur plaisir, ceux qui courent avec des dossards, ceux qui courent sans dossard, ceux qui font du 5, du 10, de la piste, ceux qui font du trail, ceux qui font de l'ultra-trail, ceux qui font de l'ultra-marathon. Vous voyez, tous ces trucs-là. À chaque fois, c'est des sous-tribus. Et à l'intérieur de ça, on pourra avoir encore des sous-tribus. On pourra avoir encore des sous-tribus, tu vois. Et même d'ailleurs, si on prend par exemple dans l'univers Harry Potter, on peut dire par exemple que la tribu des fans d'Harry Potter en elle-même n'existe pas vraiment, à tel point qu'en fait, on peut dire qu'en fait, dans Harry Potter, il y a des gens qui sont fans de choses. Ils sont fans de la maison telle, ils sont fans de tel personnage. On peut avoir la tribu de ceux qui seront plutôt tel personnage, de ceux qui seront plutôt telle maison, de ceux qui seront plutôt tel type de contenu, etc. de contenu de personnage, etc. Donc déjà, tu vois, la tribu, forcément, elle est forcément très restreinte. Et plus la tribu, finalement, a des caractéristiques où les gens ils se ressemblent tous un petit peu, plus finalement, elle a de chances d'avoir un succès. Mais toi, et j'ai fait des vieux épisodes sur le sujet, sur la tribu, c'est que à un moment donné, si tu considères que toi t'es un créateur de contenu et que tu es dans ta tribu, t'es une sorte de leader de ta tribu, un chef de meute, à un moment donné, tu vas dire, bah voilà, moi je vais le faire avec mon cœur, etc. Et je vais faire en sorte qu'en fait que ce que je vais créer fasse rentrer des gens, et je vais me débrouiller pour qu'ils me découvrent et que d'arriver à faire en sorte qu'ils prennent quelques minutes de leur vie pour m'écouter, pour me regarder. Et ça, c'est notre grand défi à tous. C'est notre grand défi, en fait. La prédictabilité de tes contenus, de la réussite de tes contenus, dépend finalement d'une chose, c'est finalement de ta capacité à réussir à faire entrer les gens dans ton contenu. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. Alors tu pourrais le faire quand même. On va essayer d'imaginer quelque chose est-ce que tu pourrais avoir un truc, tu vois, qui t'augmenterais tes chances, tu vois, que les gens aient envie de le découvrir, en tout cas quand tu leur présentes, que ça leur donne un intérêt à découvrir ton contenu et à donc augmenter tes chances de succès. En fait, tu pourrais faire un exercice simple qu'on fait plutôt dans la vente d'habitude et dans le copywriting, mais c'est un exercice, tu vois, de dire, je fais un tableau en 2 colonnes et d'un côté je vais mettre les fonctionnalités de mon contenu, de l'autre côté je vais mettre les avantages pour mon audience. Donc, je te répète, vous tracez tout, vous prenez une feuille, vous faites un tableau, 2 colonnes, à gauche les fonctionnalités de mon contenu, à droite les avantages pour mon audience. Maintenant, quand tu as cette feuille-là, qu'est-ce que tu en fais? Eh ben, tu prends ton format. Par exemple, je vais prendre un format, je vais dire, je vais faire un podcast. Je sais pas quel sujet. On va dire, je vais faire un podcast. C'est un podcast, c'est du format audio. Ça, c'est la caractéristique, la fonctionnalité. L'avantage, c'est que ça peut être consommé sans écran, y compris en marchant, courant, conduisant ou en faisant la cuisine. C'est un intérêt intéressant, tu vois, c'est un premier intérêt. Maintenant, je vais décider que mon podcast fait une durée de 10 minutes. L'intérêt, donc ça c'est une caractéristique. L'intérêt pour mon audience, c'est que c'est rapide à consommer, qu'il peut consommer par exemple le matin, assez tôt, etc. Ou qu'il peut consommer quand il a une petite pause ou dans les transports, parce que on sait par exemple que le temps moyen de transport des gens, c'est 20 minutes. Donc si je fais un podcast qui fait moins de 20 minutes, quand il part de la maison, il télécharge le podcast, il écoute le podcast, il arrive au boulot, bam, podcast, écoutez, voilà. Tu peux te dire que c'est une fonctionnalité. Mais tu pourrais dire, je vais faire un podcast qui fait 2 heures parce que ça me permet de rentrer dans le cœur du sujet, ça me permet de ne pas brider, et donc, ça c'est la fonctionnalité, podcast 2 heures.
permet, qu'est-ce qu'elle apporterait comme avantage finalement à ton audience, tu pourrais te dire, et par exemple c'est le cas des podcasts d'interview, on a quand même des podcasts d'interview qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures chez des Américains. On peut se dire mais il y a jamais personne qui va écouter ça, et pourtant si, il y a des gens qui écoutent, alors des fois en plusieurs fois. Rappelez-vous l'épisode avec Mathieu de Génération Do It Yourself, dans son podcast, au début il les coupait en deux parce qu'il disait jamais personne qui va écouter, et puis en fait il se rend compte qu'il vaut mieux laisser 1h20 ou 2 heures, les gens l'écoutent comme ils veulent, mais l'avantage client, j'ai envie de dire, l'avantage pour les gens, c'est de dire, pour eux, ça va leur apporter une discussion profonde, une discussion sincèrement, qui va être beaucoup plus sincère parce qu'on a le temps d'aborder beaucoup plus de sujets, de s'attarder sur le sujet, plutôt qu'un sujet dans lequel je vais faire beaucoup de coupes, ou alors un sujet aussi. Parce que ça peut arriver, c'est le genre de truc qui peut arriver, où vous savez, dans les radios, dans les médias, en fait, ils ont jamais le temps, ils disent, ah bah tiens, on aurait bien parlé de ça, mais on n'a pas le temps. Waouh, non. Là, voilà, si tu dis, je vais faire un podcast on va prendre du temps de faire du podcast, tu dis, je vais mettre un temps qui va faire 1 heure ou 2 heures, l'avantage pour ton audience, je te répète, tu le vois dans ce cas-là, dans ta colonne de droite, tu vas me dire, ça leur permet d'avoir une information vraiment beaucoup plus approfondie, dans lequel on a vraiment le temps de rentrer dans le sujet, de vraiment découvrir vraiment le sujet en profondeur, ou la personne en profondeur. Tu vois, et ça, après, d'un côté, tu peux te dire, bah tiens, ça c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, on va dire, tu fais un podcast, tu segmentes en plusieurs rubriques, etc. Dedans, tu mets une rubrique actu. Bah tu vas te dire, fonctionnalité, j'ai une rubrique actu, avantage pour mon audience, permet aux gens d'avoir l'essentiel du domaine dont je parle en quelques minutes sans avoir à faire de la veille à droite à gauche. Et tu peux leur dire ça, tu peux leur dire, voilà, je vous présente maintenant un petit peu d'actu, ça va vous permettre d'avoir un petit peu les informations essentielles, moi j'ai passé du temps à le faire, et tu vois, par exemple, je reviens maintenant sur l'épisode avec Patrick Béja, on avait parlé de ça, où c'est exactement ce qu'ils font, en fait, c'est exactement ce que font les podcasts d'actu, on pourrait parler de Guillaume Vendée, on peut parler de Patrick Béja, on peut parler de tous les gens qui font des podcasts d'actu, Actu Tech notamment. On est dans cette logique-là, c'est-à-dire que oui, en fait, eux, en regardant pendant des heures et des heures l'actu, moi, ils m'évitent de regarder pendant des heures l'actu et de faire le tri par moi-même, etc. Donc, la caractéristique, c'est un podcast qui dure 1 heure avec de l'actualité, devient en fait un moyen pour vous de suivre toute l'actualité sans être devant votre écran et en allant travailler. Et d'un coup, tu vois, tu augmentes, je pense, les chances que ton contenu tape dans l'œil et l'oreille de quelqu'un, vraiment dans l'oreille. Et tu vois, si tu rajoutes des bons plans, tu vas dire, je vais vous aider à faire des économies, découvrir des choses. Et maintenant, après, dans les autres caractéristiques, tu vas dire le ton. Par exemple, est-ce que c'est un ton humoristique? Est-ce que c'est un ton énergique? Est-ce que c'est un ton didactique? Est-ce que c'est un ton décalé? Tu vois, enfin, tu peux avoir plein de choses. Et donc, si tu prends un ton humoristique, tu vas dire, je vais leur faire passer un bon moment. Si tu prends un ton énergique, tu vas dire, je vais les motiver, etc. La fonctionnalité, enfin, l'avantage client, ça va être de dire, sur un ton humoristique, ça va être de dire, l'avantage client, je vais les faire rire, et je vais leur faire passer un bon moment, éviter remplir le moment d'ennui. Dynamique, ça va être de dire je vais les aider à bien démarrer leur journée, à être dynamisés pour faire des choses et pour vraiment bouger et faire des choses et les aider à bouger, tu vois, vraiment dans cette logique-là. Et donc je pense que quand tu réfléchis par ce système-là de 2 colonnes, tu vas augmenter un petit peu, tu vois, ta manière de te dire le contenu que je veux faire, moi, il va me plaire dans telle ou telle sorte. Comment je fais pour le tourner de manière à ce qu'il plaise aussi aux gens en face, tu vois? Et en réfléchissant sur cette manière-là, tu as les 2 colonnes. C'est-à-dire que tu as les 2 colonnes, le fonctionnalité avantage, et tu as dans les 2 colonnes émetteur récepteur. L'émetteur, c'est toi, c'est les fonctionnalités que tu proposes. Les avantages pour ton audience, c'est le récepteur, c'est qu'est-ce que lui il va en percevoir et qu'est-ce que lui il va gagner là-dedans. Et vraiment, je te dis, c'est la notion de la com, c'est-à-dire que je ne peux pas répondre à ta question vraiment est-ce qu'il y a des contenus qui fonctionnent et des contenus qui ne fonctionneront pas du tout. Je vais sortir ma carte Joker maintenant au bout de 37 minutes sur cette question-là en disant fais un test, fais des tests. Moi, je t'ai donné en fait ma vision des choses, je t'ai donné mes arguments, tu vois, qui je pense plaident plus ou moins pour dire c'est compliqué de dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Il y a plein de choses qui ont marché, il y a des gens qui ont prédit que ça ne marcherait jamais. Il y a plein de choses qui ont pensé que ça marcherait, ne marchent pas. Et tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient persuadés que leur truc marcherait et que ça ne marche pas. Et en fait, il y a tellement de facteurs qui font que ça a marché ou que ça ne va pas marcher que c'est compliqué, vraiment compliqué à prévoir. Et des fois, ça peut être un élément qui peut être en plus tellement extérieur que tu ne peux pas le prévoir par toi-même. Et ça, on en voit tellement souvent ces trucs-là que c'est extrêmement compliqué. Tu peux essayer de provoquer la chance.
Provoquer la chance, c'est de tenter, hein, c'est de te montrer sous les yeux des gens, etc. Tu peux te dire, je vais essayer de me mettre sous les yeux d'un influenceur, j'espère qu'un influenceur va voir mon contenu, va le relayer. Oui, mais provoquer la chance, ça serait d'essayer de contacter l'influenceur et de te mettre sous les yeux de l'influenceur, de dialoguer avec lui, d'être en échange avec lui, de voir si au bout d'un moment de dialoguer avec lui, il finit par un peu regarder ce que tu fais, tu vois, et c'est un petit peu cette notion-là. Et donc, ce que je veux te dire là-dedans, et ce que je veux vous dire à tous, hein, vraiment, c'est que il y a pas de bonne réponse à cette il n'y a pas de bonne réponse à cette question. En fait, il n'y a que des tentatives que nous faisons et c'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de contenu minimum viable, c'est que finalement dans notre contenu minimum viable, on va faire évoluer les notions qu'on va mettre dedans, les ingrédients qu'on va mettre dedans, les éléments qu'on va mettre dedans, autant sur la découvrabilité que sur les chances que les gens aient envie de cliquer dessus, que sur les chances que les gens ils aient envie ensuite de continuer à apprécier les choses, etc. Et en fait, c'est du test and learn. C'est pour ça que je peux répondre à ta question, fais des tests. C'est-à-dire le test and learn, c'est test et apprends, test et apprends. Je teste un truc, ça marche. Je teste un truc, ça marche pas. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je peux le refaire, est-ce que je peux le reproduire, est-ce que je l'ai fait une fois, la reproductibilité des choses. C'est pas parce qu'un contenu a un succès une fois qu'il aura du succès tout le temps. Donc il faut voir si ça marche une fois, deux fois, trois fois, comment je peux le faire évoluer, comment je peux faire les choses, etc. Et ça, c'est que par le test. Moi, je t'ai donné mon sentiment là-dessus. Je te remercie beaucoup, Rémi, pour ta question, parce que tu vois, ça m'a obligé à réfléchir comme ça. Ce matin, hier quand j'ai vu la question, j'ai dit oh là là. Ce matin quand j'ai pris la question, j'ai dit oh là là. J'ai fait un peu de vélo, j'ai réfléchi un peu à ça dessus, tu vois. J'ai pas de notes, donc je suis désolé. Alors les notes d'émission de l'épisode vont être très compliquées à rédiger parce que comme j'ai pas noté tout ce que je viens de vous raconter, il faudrait que je réécoute tout et je n'écoute jamais les épisodes. Mais en tout cas, je te remercie Rémi pour m'avoir mis un petit peu, tu vois, un petit peu dans les cordes là. Sur cet instant-là, je dis comment je vais lui répondre et je suis content, tu vois. Je trouve que effectivement c'était une très bonne question et j'espère que tu trouveras que c'est une très bonne réponse. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, un très bon week-end. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai, donc normalement nous sortons de confinement en début de semaine prochaine. Prenez soin de vous, soignez votre énergie, entretenez votre énergie, progressez tous les jours et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les créateurs.